Moi, je suis là pour vous restituer ce qu'on appelle les consultations externes. En même temps qu'un travail interne à Santé publique, on a décidé, le groupe projet de Santé publique France a décidé de voir ce qu'il en était chez des personnes qui n'exerçaient pas au sein de l'agence, qu'elles pensaient de ce que pouvait être l'éthique en santé publique. Diapo suivante. Alors, c'est quoi une consultation? C'est une expertise, hein. Il ne s'agit pas d'un travail à proprement dit de recherche qualitatif. C'est-à-dire, c'est simplement essayer de dresser un état des lieux, de voir s'il y a des consensus et des divergences parmi un groupe de personnes jugées comme expertes en santé publique. La démarche itérative, ce n'est pas une démarche itérative méthodologique, hein. On est vraiment dans ce qu'on appelle du séquentiel, pas de l'itération comme on peut trouver dans la théorie de l'ancré, hein. On est vraiment dans du séquentiel et les itérations correspondent en fait à l'adaptation des guides d'entretien qu'on a dû faire selon les thématiques traitées dans chaque atelier. Donc pour chaque atelier, on avait des questions particulières, mais essentiellement, les entretiens étaient libres et non structurés. On a essayé de les structurer le plus faiblement possible, même si on avait prévu des questions de relance, hein. Donc on a essayé, diapo suivante, on a essayé voilà, je vous mets un peu un organigramme, hein. Pour un contact, il a fallu quand même en moyenne 20 jours pour avoir un rendez-vous, donc ça a été long. C'est une démarche qui a duré un an, qui a compté 40 participants et non pas 45, Jean-Claude, hein, tu me surestimes, hein. Je suis arrivé à 40 et c'était déjà pas mal. On a eu un bon taux d'acceptation. On a eu des refus secondaires. Et ce qui m'a, moi, paru assez, on va y arriver assez marquant, c'est que j'ai quand même eu beaucoup de coups de téléphone d'experts sélectionnés qui me disaient, vous êtes sûr que je suis la bonne personne, éthique en santé publique, je ne sais pas ce que c'est, j'ai peur. Enfin, je dis, non, non, ça reste entre vous et moi et rien ne sera transmis à Santé publique France. Il y a toujours ce jugement, cette surévaluation du rôle de Santé publique France comme un organe susceptible de sanctionner ou d'être là, un garant de moralité. Je leur ai dit non, non, ça reste entre vous et moi et rien ne sera transmis à Santé publique France. Comme quoi, le poids de Santé publique France auprès de la population des experts est assez important, hein. C'est quand même un organisme de référence. Diapo suivante. Donc, ce qu'on a cherché, c'est plutôt la diversité des profils, ce n'est pas la représentativité. Donc, on a puisé un peu partout. On a surtout essayé d'avoir des gens qui étaient installés en province, des gens qui exerçaient dans des agences qui étaient des agences internationales, essentiellement Amérique du Nord et Europe, mais aussi j'ai tenu à quand même y inscrire quelqu'un, on va dire, des pays émergents du Sud, de l'Afrique, parce que je travaille beaucoup avec l'Afrique et je pense que c'est des questions qui les concernent aussi. Ce ne sont pas que des questions occidentales. L'éthique en santé publique concerne tout le monde et tous les professionnels qu'ils exercent en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, mais aussi dans d'autres pays et notamment en Afrique. Voilà, donc vous voyez, on a essayé d'avoir une diversité de profils et surtout aussi de privilégier les DOM. Donc on a 32 nationaux français, mais parmi ces 32 nationaux français, on a à peu près toute la représentativité des DOM hors pomme, hein. On n'a pas les pays d'outre-mer, on n'a pas la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas la Polynésie. Donc on est resté centré sur les DOM. Donc j'ai essayé, diapo suivante, de vous faire une diapo par thématique, hein. La première question, c'était comment définir l'éthique en santé publique. Et là, grand blanc, à part les spécialistes de l'éthique, hein, ceux qui ont travaillé sur cette question, la plupart m'ont dit qu'ils avaient une méconnaissance complète de ce que pouvait être l'éthique en santé publique, bien qu'ils aient une conviction intime que dans leur pratique professionnelle, se posaient des questions éthiques, qu'ils étaient face à des dilemmes éthiques. Mais ils avaient du mal à formaliser et un manque de ressources. Ils ne savaient pas ce que c'était d'un point de vue universitaire, ils n'avaient pas été formés à ce qu'était l'éthique en santé publique, et Laurent Chambaud là, en a très bien parlé. Et puis d'autre part, il leur manquait des instruments, d'où l'intérêt de faire ça, d'avoir des gens qui créent un instrument pendant que nous, on était dans la réflexion, parce qu'ils n'avaient pas connaissance des outils qui sont pour la plupart du temps des outils anglo-saxons, et beaucoup de nos experts maîtrisent mal la langue anglaise ou sont peu diffusés. Donc c'était bien qu'il y ait cette démarche en parallèle, nous, d'abord une réflexion un peu plus large, et puis des gens qui essaient de mettre en œuvre quelque chose qui soit, des outils qui soient accessibles, hein. Il y a même des experts qui se sont demandé, mais
est-ce qu'en France, on a une réelle connaissance de ce qu'est la santé publique? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une domination de ce qu'on appelle les biostatistiques et l'épidémiologie et qu'on n'a pas laissé de compter l'apport des SHS? En santé publique, c'est pas que les données probantes, c'est pas que l'evidence-based medicine. Il y a d'autres formes de données, on va y revenir. Il y a des savoirs expérientiels qui mobilisent d'autres types de réflexions et d'autres cadres épistémologiques qui sont les sciences sociales. Oui, je vais aller vite, Jean-Claude. Je vois Jean-Claude regarder sa montre. Diapo suivante. C'est le chef, hein, moi j'obéis. Hein. Alors, démarche bottom to top. Alors, ça, c'est vraiment ce qui est apparu de manière très massivement consensuelle. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de balancer des valeurs, des cadres de valeurs. En fait, il faut partir réel. Il faut partir de la base des besoins réels des acteurs, de leur questionnement réel pour remonter jusqu'aux valeurs. La plupart des experts non professionnels de l'éthique, quand on leur parle d'éthique en santé publique, ils se réfugient derrière l'éthique biomédicale ou l'éthique du soin. Ça a déjà mis du temps à s'implanter en France. Et pour eux, pour parler d'éthique en santé publique, il faut redéfinir ce qu'est la santé publique et il faut se remettre au plus près de leur travail et des questions qui peuvent se poser. C'est une démarche réflexive et circulaire, on l'a vu avec l'ISALI, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas transcendantal, c'est vraiment quelque chose de pragmatique et quelque chose d'immanent, immanent à leur pratique. Alors, il y a eu deux oppositions. Alors, il y a certains qui ont dit au sein d'une agence, pour impliquer une réflexion de santé publique, il faut qu'il y ait une cellule d'appui, avec la création d'un nouveau métier, comme ça a été fait par ailleurs en Europe, d'éthicien. C'est-à-dire une cellule de réflexion auquel les acteurs pourraient se référer en cas de problème, faire appel à l'éthicien, ce qui est, d'une certaine manière, a quand même un effet délétère, c'est le caractère normatif que ça peut avoir et le caractère contraignant. D'autres disent au contraire, non, il faut créer des groupes de réflexion locaux, dynamiques, toujours dans des allers-retours, et qui évoluent en même temps que les évolutions du terrain pour élaborer des outils qui soient adaptés au concret du métier. Diapo suivante. Alors, c'est un peu dommage de vous faire une synthèse parce que c'est plus large que ça. Hein, et vous aurez la restitution in extenso de ces entretiens qui sont bien plus riches, mais j'essaie de tenir le temps. Les conditions préalables pour qu'il y ait une implantation dans une agence, quelle qu'elle soit, hein, agence Santé publique France ou autre, c'est quand même une reconnaissance extérieure. Alors, ça va un peu à l'encontre de cette volonté d'avoir une démarche bottom-to-top, mais il faut quand même qu'il y ait une volonté des dirigeants. Il faut une impulsion qui doit venir du haut. Il faut vraiment une impulsion qui vienne du haut. Ça ne peut pas être fait naturellement. Certains y voient même une stratégie qui peut s'avérer même contraignante. Alors, il y a une différence significative qu'on a pu remarquer. Certains sont pour construire une éthique de santé publique qui ressemblerait à ce qu'on a fait pour l'éthique biomédicale avec des avis consultatifs des CPP, mais on voit à quel point c'est difficile. Pour être membre méthodologiste d'un CPP, c'est compliqué. Donc, il y en a qui sont plus pour une démarche de création d'un comité aviseur. Hein. Et après, il y a tout ce qui, est, bien sûr, peut dériver en termes de normes, de cadres législatifs, de problèmes médico-légaux. Et d'autres qui disent non, ce n'est pas ce type d'accompagnement qu'il nous faut, c'est plutôt une médiation. Il faut se décharger de tout type, de tout environnement trop coercitif, trop législatif. Il vaut mieux promouvoir des médiations ou des accompagnements des acteurs et qui ne donnent pas lieu à des dossiers à remplir ou des questionnements à répondre, enfin, qui soit plus de l'accompagnement de terrain. Diapo suivante. Alors, pour ce cas, on avait pris comme champ particulier dans le second atelier la santé environnementale. Alors, là, ce qui était compliqué, ce qui a été un dilemme éthique qui est vraiment apparu, c'est qu'en fait, les dangers environnementaux, ils ne sont pas immédiatement visibles par l'épidémiologie. Ça peut prendre plusieurs années. Alors, il y avait l'exemple de l'exposition sargasse, où on est, nous, en plein champ chlordécone, on est en plein programme chlordécone, où il n'y a pas d'évidence-based. On ne sait pas réellement si il y a des problèmes liés à la surincidence du cancer de la prostate aux Antilles à cause de la chlordécone. On est toujours dans ces questionnements-là. Là, maintenant, sachant c'est les sargasses. Donc,
il y a cette capacité d'anticipation qui fait que on sent qu'il se passe quelque chose dans l'environnement. Ça peut être brutal, hein, ça peut être une situation d'exception, comme on l'a vu dans certaines études des cas, comme une explosion. Mais il y a quand même aussi ce temps long qui fait que une exposition répétée, là, je pense au sargasse ou à d'autres, pour l'instant, on n'a pas d'évidence en termes épidémiologiques, mais on ne sait pas ce qu'à long terme ou à moyen terme, ce que ça va devenir. Donc là, ça rejoint la mission d'alerte et de surveillance. Et beaucoup d'experts qui sont dans le champ de l'environnement disent notre problème, c'est ça. Hein. On repère des choses, mais on n'arrive pas à trouver de significativité. Pour être simple, la significativité statistique, et puis, mais on sait qu'il va se passer des choses. Donc on en est là, et ça nous pose un petit problème. Puis il y a cette vision globalisante, et ça on en parlait ce matin, hein, il y a quelqu'un qui est intervenu ce matin, c'est-à-dire que la santé publique, c'est pas que la santé, hein, c'est intersectoriel, ça couvre tous les champs, la politique, l'économie, et que là, à un moment donné, les experts en santé publique, ils se retrouvent confrontés aux limites qu'on leur astreint, c'est-à-dire aux missions qu'on leur donne, c'est-à-dire la santé. Et en fait, ils doivent agir sur des politiques qui sont bien plus larges que les politiques de santé. Diapo suivante. On s'est aussi, toujours second atelier, posé sur les incertitudes. Et là, alors, ce qui a paru flagrant, c'est ce souhait chez les experts de transparence. Oui, mais c'est bien beau la transparence, mais comment ça s'organise? On rappelle la communication. Comment communiquer le fait qu'une... Il y a un adage qui me revient, c'est les certitudes rassurent les simples. C'est-à-dire que, en fait, la nation, l'État, le peuple, la population attend des certitudes. On l'a bien vu sur le Covid. Elle attend des indicateurs certains qui leur permettent de prendre des décisions et d'organiser la vie. Mais ce n'est pas si simple que ça. Alors, comment faire comprendre, ça c'est tout un art de la communication, comment faire comprendre aux personnes profanes qu'un savoir scientifique, c'est temporel, c'est limité dans le temps, c'est une conceptualisation par son nom même philosophique, c'est une construction avec sa propre historicité, donc ses propres limites, jusqu'à ce qu'on prouve son efficacité ou son inefficacité. Donc, comment faire comprendre ça à des gens qui n'ont pas ces compétences scientifiques de part. Et il y a la médiation, c'est comment accompagner les campagnes de communication. Et c'est souvent revenu pour ces histoires de Covid, où on a jugé que les associations et que les populations n'étaient pas du tout associées aux campagnes de communication. Donc, ça créait une espèce de confusion et ça maintenait cette peur vis-à-vis des incertitudes et du manque de données réelles et de savoir quand faire, quoi faire avec des messages contradictoires. C'est comment associer aussi assurer cette médiation et l'expliciter sur le terrain, notamment sur les groupes les plus vulnérables ou les groupes les plus périphériques. Parce que pour les sociologues du changement, bien sûr, le changement social vient de la périphérie, et c'est souvent les groupes périphériques qui sont les plus exclus, mais on y reviendra. Diapo suivante. Sur les dimensions éthiques de la participation en santé, alors là, il y a eu un gros débat, hein, vraiment, un gros clivage, entre ceux qui ont une vision un peu archaïque de la participation, où il suffit de demander aux gens ce qu'ils en pensent pour améliorer l'acceptabilité de telle ou telle politique. La participation qui a été vécue comme ça, c'est pas ça. Pour les tenants de la démocratie sanitaire, c'est vraiment l'hybridation des savoirs, c'est-à-dire impliquer les gens dès la création du processus de l'action, ou même que ce soit un processus de production de connaissances scientifiques, c'est associer les personnes concernées. Et là, il y a un gros clivage. Il y a ceux qui pensent que la participation, ça sert uniquement à améliorer l'acceptabilité d'une politique, et ceux qui disent non, la participation, ce n'est pas l'acceptabilité, ce n'est pas l'adhésion, mais c'est un partage de savoir et une hybridation des savoirs. Ce qui implique, c'est ce qu'on appelle en démocratie sanitaire, la formation préalable des groupes de population, des représentants qu'on va intégrer dans certains comités pour leur donner les capacités de comprendre le sujet qu'on va traiter. La participation, ce n'est pas simplement consulter les personnes pour dire, bon, moi, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que c'est acceptable ou pas, si on fait ça ou si on ne fait pas ça. Autre diapo suivante. Il faut que j'aille vers la conclusion. Oh là, ça va être dur. Les inégalités, alors ça va être très simple, les inégalités territoriales et de santé et la justice sociale, ça, beaucoup d'experts trouvent que ce n'est pas assez mis en avant par Santé publique France, ils en ont peu conscience, ils ont l'impression que c'est quelque chose d'assez centralisé. La justice sociale,
elle va bien au-delà des simples questions d'accès ou de recours aux soins. Hein. Ça implique aussi, alors là, c'est toute la nouvelle pensée post-marxiste et la vision de l'équité, de dire que bon, c'est pas simplement permettre aux gens d'accéder mieux, mais c'est d'aller vers et de penser aussi aux ressources à la fois financières, économiques, culturelles qu'ils peuvent avoir pour mieux utiliser le système de soins. Il y a eu un point de partage qui était que vraiment, les experts, surtout ceux qui se situent en région, ont l'impression que les politiques de santé sont faites à Paris. En gros, hein, c'est assez schématique, sont faites de manière très centralisée et impliquent peu les acteurs en région, qui reçoivent, et c'est l'exemple pour la prévention, diapo suivante, qui reçoivent des campagnes, mais qui ne sont peut-être pas adaptées aux problèmes qui suivent. Et donc, j'introduis ainsi la dimension éthique de la prévention, de la promotion de la santé. Tous sont d'accord pour dire que, quoi qu'il en soit, bien qu'on l'enrobe, la prévention, la dimension et la promotion de la santé, c'est coercitif. Hein. L'objectif, c'est bien de faire changer à certaines personnes des comportements. Donc, il y a bien qu'ils adhèrent ou pas, c'est d'utiliser des mesures ou des modèles psychosociologiques pour les amener à changer leur comportement. Alors, moi, ce qui m'a paru intéressant dans ces sessions, il n'y a pas toutes les questions éthiques, mais il y a des dilemmes éthiques, moi, qui m'ont paru intéressants. Notamment, pour aller vite, juste un problème, c'est celui, quand on intervient auprès d'un groupe dont on sait que son action est très délétère pour un autre groupe ou très délétère pour l'environnement. Alors, nous, c'est très particulier. En France, on a la Guyane, on a plus, moi, j'ai travaillé longtemps en Afrique, et il y avait par exemple, on va être très simple, travailler sur les orpailleurs pose problème. On sait que les orpailleurs permettent l'accès aux soins, améliorer l'accès aux soins des orpailleurs et travailler en direction des orpailleurs, c'est faire quelque chose au détriment, ça peut être un dilemme éthique, de certaines autres populations ou de l'environnement dont ils sont un facteur de dégradation assez important. Donc, c'était une question qui m'a paru importante parmi d'autres. Comment surmonter la réglementation éthique en France qui devient, je vous le dis, de plus en plus lourde, hein, notamment en matière d'éthique biomédicale, hein, notamment dans des contextes particuliers, transfrontaliers. On est en Europe, mais nous, on a des départements, je pense aux Comores, qui sont à Mayotte et les Comores, qui sont très, très transfrontaliers. On a des règlements, mais qui ne s'appliquent pas de l'autre côté de la frontière, alors qu'on sait qu'on a des couloirs de migration. Alors, c'est très difficile d'agir, de déposer un dossier qui va être refusé en France ou accepté au Brésil. Enfin, bon, voilà. Il y a ça. Bon, alors, on va avancer. Diapo suivante. La transparence, donc, c'est un principe essentiel qui a été sur la communication avec des obstacles qui ont été quand même très identifiés. Comment faire comprendre par le plus grand nombre, on en a parlé. Est-ce qu'on doit être totalement transparent? On l'a vécu on l'a tous vécu avec la controverse Covid hein, en France, ça a été assez dur, avec la remise en cause de certaines connaissances scientifiques. Donc, est-ce qu'on doit être transparent? Est-ce qu'on doit mettre sur la place publique tout le débat scientifique? Et puis, surtout, on a une difficulté à s'organiser, à organiser une information face à la réactivité aujourd'hui des réseaux sociaux. On sait que ça nous échappe, ça part. La moindre parole est interprétée, déformée, part dans les réseaux. Et on a peu de structures qui sont suffisamment réactives pour réaliser un contre-feu. J'arrive à ma conclusion, je crois. Perspective et conclusion, oui, j'en ai fini. Alors, ce qui a montré ces entretiens, moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai reçu des tas de textes après, c'est qu'il y a vraiment un besoin. Il y a des professionnels qui ne sont pas des professionnels de l'éthique, qui se trouvent seuls face à ces questions et qui se sont mis à réfléchir à ça, à m'envoyer des textes, à m'envoyer des mots, en me disant, mais en France, on est seul, on le sent, on a des problèmes éthiques, on n'a aucune cellule ressource qui nous permette aujourd'hui sur lesquelles on peut s'adosser pour pouvoir répondre à ces problèmes. Donc, on trouve que c'est une démarche très utile. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'était que ça répondait à une forte attente parce que tous voulaient être invités au séminaire, parce qu'au début, on pensait faire un séminaire ouvert. Je ne sais pas, ils auront après la restitution de tout ce qu'on a dit. Mais pour ceux qui ont participé, ça leur a paru extrêmement, je parle toujours aux non-professionnels de l'éthique, parce que les professionnels de l'éthique ont l'habitude d'aborder ces sujets. Mais pour les experts de terrain, ça leur a apparu complètement innovant, ce qui a justifié un peu leur réaction de peur parfois et de me dire,
fallait que j'ai plusieurs coups de téléphone pour les convaincre de participer et de leur dire non, non, c'est intéressant, allez-y, l'éthique de santé publique, c'est vous qui la faites, c'est votre opinion qui compte. Et je pense que ce séminaire-là, je ne m'y serais pas engagé si réellement, hein, ça fait 40 ans que je fais de la santé publique. Ce n'est pas pour faire plaisir à Jean-Claude Desenclos, mais vraiment, je m'y suis engagé parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez original, d'intéressant et de très novateur. Merci. Merci beaucoup, Michael.